Aujourd'hui, comment réussir à sauver 7 vies avec un seul patient? C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Et bonjour à tous, c'est Yann sur le Francophone. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Salut Matt. Hey, salut Yann, salut tout le monde. Ça s'annonce vraiment un épisode super intéressant. Ouais, effectivement, on parle d'un sujet qui, moi, est mon sujet préféré en médecine, ce que j'aime le plus faire aux soins intensifs, le don d'organes, vous l'auriez deviné, avec les 7 patients sauvés. Vous le savez que le don d'organes, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement difficile aussi, parce qu'il faut toujours répéter, toujours ramener ça dans la tête des cliniciens, des médecins, des infirmières, des inalos, pour être capable d'identifier le plus possible de donneurs. Quand on regarde les chiffres au Québec, nous, notre société qui s'occupe de ça, c'est Transplant Québec. Voyez-vous, en 2021, on avait 144 patients qui sont devenus des donneurs pour 409 patients transplantés, personnes transplantées. Donc, ça nous fait à peu près 3,75 patients par patient qu'on peut identifier. Mais il reste quand même qu'on a encore 888 patients en attente sur la liste. Puis là-dessus, il y en a plus de la moitié que c'est pour des reins. Vous le savez, les cœurs, les poumons, le foie, pancréas, reins, intestins, les tissus aussi, les cornées, les tendons, les valves cardiaques, la peau, les os, les veines, les ligaments, tout ça, c'est important. C'est toutes des choses qu'on peut aller chercher. C'est vraiment important. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que on a 3 étapes. Il faut identifier notre patient. Ensuite de ça, il faut le maintenir en vie. Puis ensuite, il faut le prélever. Beaucoup d'étapes pour arriver au bout, mais quand on réussit à le faire, c'est toujours extrêmement satisfaisant et extrêmement efficace. Puis, on rend des gens, des familles heureuses avec ça. Ça, c'est important. Puis, même pour les patients qui ont perdu leurs proches, ils trouvent un certain sentiment de sérénité là-dedans. Puis je pense que c'est important de comprendre et de contribuer à ça. Puis on ne fait pas ça pour rien non plus, parce que quand on regarde également encore les chiffres que Transplant Québec nous donne, c'est qu'à 5 ans, il y a à peu près 80% des greffons rénals qui sont conservés. Puis il y a 70 à 80% de patients à 5 ans qui sont encore en vie pour ceux qui ont eu des greffes de cœur et de foie. Et pour arriver à ça, comme je l'ai dit, il faut les maintenir. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à Transplant Québec, on vient juste de remettre à jour le guide relatif de l'évaluation puis du maintien du donneur adulte. Vous savez, quand on fait ça, on fait ça pour plusieurs raisons. Donc, pour s'assurer de l'hémodynamie, éviter les hypotensions, gérer les diabètes insipides, éviter les surinfections, contrôler l'hypothermie que ces patients-là vont avoir spontanément, éviter les arythmies, les CIVD, les édèmes pulmonaires, l'acidose métabolique, toute la téléctasie pulmonaire. Il faut prendre le temps de le faire. Avant, on se dépêchait, on partait vite au bloc pour essayer de récupérer le plus d'organes possible. Maintenant, on prend notre temps. Puis de cette façon-là, on sauve encore plus d'organes. Aujourd'hui, on est chanceux, Mathieu. On a Céline Magniot, une des infirmières de liaison de Transplant Québec, qui va venir nous parler du guide relatif et des nouveautés. Bonjour, Céline. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Content que tu sois avec nous. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, peux-tu nous parler un peu de toi? Moi, je suis infirmière de liaison à Transplant Québec depuis pas très longtemps, depuis la moitié de l'année. Avant ça, j'étais infirmière ressource au CIUS de l'Est de l'île de Montréal pendant 2 ans à temps partiel, puis je faisais de la garde de dons d'organes avant ça. Donc, je connais un petit peu quand même les donneurs. Oui, je pense que oui. Puis pour avoir travaillé avec toi, tu es une personne ressource incroyable. C'est pour ça qu'on t'a fait venir aujourd'hui. Alors, on le sait que la pandémie est venue légèrement ralentir les dons. Puis pendant toute cette pandémie-là, vous avez travaillé à Québec Transplant, Transplant Québec, on devrait dire. Je vais me tromper souvent, je le dis d'avance, mais à culpa. Vous avez travaillé beaucoup à la mise à jour de ce guide-là. Alors, globalement, je ne veux pas qu'on passe à travers le guide au complet. De toute façon, le guide va être dans les notes de la balado. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, vous allez pouvoir tout lire. Puis le site de Transplant Québec est super bien fait. Là. Il y a beaucoup d'informations pertinentes, autant pour les familles que pour les professionnels de la santé. Alors, Céline, peux-tu me dire globalement les grands changements qui viennent s'intégrer au nouveau guide? Le grand changement majeur, c'est qu'on laisse plus de place au jugement clinique du prescripteur. Avant, on donnait moins de latitude aux médecins pour le maintien des organes. On allait avec des doses, avec des médicaments prédéfinis. Maintenant, c'est vraiment, on va donner une base, mais
on va quand même laisser tout le jugement clinique au prescripteur, ce qui est quand même important parce que chaque donneur est unique et chaque médecin a sa façon de voir comment il traite ses patients. Dans les changements qui sont importants, on a regroupé et diminué le prélèvement des laboratoires. Avant, on faisait des laboratoires vraiment très, très serrés. On prenait beaucoup de sang aux patients. Les infirmières étaient toujours en train de faire des prélèvements. Là, on a décidé d'espacer ces laboratoires parce que finalement, ben, on est capable d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus globale. Q8 heures, Q12 heures, même des labos d'IA sont satisfaisants. On n'a pas besoin de les faire vraiment plus rapprochés que ça. Ensuite, pour ce qui est de la température, dans le fond, après de multiples recherches, ils se sont rendus compte que maintenir un donneur d'organes à 34 et 35 degrés, ça optimisait le greffon rénal. Donc, mais ça n'avait aucune incidence sur les autres organes. Donc, dans le guide, il est maintenant préconisé de maintenir le patient entre 34 et 35 degrés, vraiment pour optimiser le greffon rénal, mais ça ne pose aucun problème pour toutes les autres organes. Le maintenir de la façon qu'on veut, hein, j'imagine. Je sais que nous, dans notre centre, on utilise nos cathéters de refroidissement. Ça nous permet de rester extrêmement précis. Si on veut 34,0, on reste à 34,0. Je pense qu'on n'est plus à l'époque là, de 2002, lorsque l'hypothermie thérapeutique est arrivée, puis on gardait nos patients en 33 avec des couvertures, des ventilateurs là, pour refroidir, je parle, là, pour ventiler les patients. Alors, je pense que de cette façon-là, ça facilite. Puis, ces cathéters-là servent de voie centrale, donc on fait une pierre deux coups en même temps. Un peu avant de parler avec toi, je parlais avec Mathieu, puis je pense, Mathieu, tu avais un bon questionnement sur la température. Hein. Oui, parce que tu disais, Céline, que l'hypothermie, c'était vraiment optimiser le rein en vue du don d'organes. Mais advenant que notre patient n'est pas un donneur de rein ou qu'en cours de chemin, on pensait donner les reins, puis bon, il arrive X, Y, Z, puis finalement, les reins ne seront pas donnés. Mais notre patient, il est déjà en hypothermie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le maintient, l'hypothermie? Est-ce qu'on le laisse réchauffer? Alors, oui, effectivement, on pourrait garder le patient entre 34 et 35 degrés si, en fonction dans votre centre, si c'est votre politique, c'est plus facile pour les infirmières, pour la gestion des patients, puis pour que ce soit uniforme pour tous les donneurs d'organes de garder sous hypothermie thérapeutique pour que les infirmières soient habituées à gérer des protocoles d'hypothermie. Effectivement, vous pouvez garder le patient jusqu'au prélèvement à 34 degrés ou 35 degrés parce que ça va avoir aucune incidence pour les autres organes. Mais si, dans votre centre, vous préférez arrêter l'hypothermie thérapeutique parce que vous avez peur que le patient soit trop refroidi ou qu'il soit qu'il y ait un mauvais monitoring, par exemple, ben, vous pouvez l'arrêter. Il faut juste vraiment prêter attention quand on réchauffe un patient, là, évidemment. Là, il peut toujours y avoir des conséquences comme des arythmies ou une hypothermie rebond. Là. Donc, soyez juste être vigilant avec ça, mais ça va vraiment être en fonction de là où est-ce que vous êtes, puis en fonction des habitudes de votre centre. Puis selon le jugement, évidemment, du médecin qui va prescrire l'arrêt ou de continuer l'hypothermie. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment important qu'on le continue ou pas. Il faut vraiment éviter à tout prix l'hyperthermie. C'est toujours mieux de garder une température dans les valeurs les plus normales possibles pour s'assurer de la qualité des organes. Merci. Maintenant, un autre point, je pense que le métier hémodynamique qui est adapté maintenant, un petit peu modifié là, si on compare aux anciens guides de maintien. Bien, tout à fait, de serait-ce que pour l'utilisation des solutés et de la volémie, on vise vraiment, avant c'était un soluté de données, c'était un soluté dextrose, demi-NS avec du KCL. Maintenant, c'est vraiment le choix est laissé au médecin prescripteur en fonction de ce qu'il juge le mieux pour son patient. Hein. Pour ce qui est de la médication, il y a eu quelques changements. Avant, on donnait des doses absolues à respecter. Maintenant, ben, ça va être pareil. On laisse vraiment la place plus au médecin puis à son équipe de gérer son donneur comme il pense qu'il le fait le mieux, évidemment en respectant les meilleures pratiques et les meilleurs guidelines, mais c'est lui qui va juger de ce qui est mieux pour son patient.
En fait, la vasopressine, la norépine, l'épinéphrine, la phényl, l'hydrocortisone sont toujours là, ils ont toujours été là, mais la vaso reste le premier choix. Sauf que pour ce qui est des doses, il y a beaucoup moins de restrictions, là, comme tu disais. Tu as glissé un mot sur la volémie. Effectivement, ben, la volémie, moi aussi, j'étais content de voir qu'on n'avait pas besoin de mettre un soluté fixe. Je pense qu'il faut s'adapter pour chacun des patients. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un patient peut être en mort cérébrale ou en mort cardiovasculaire. Donc, des fois, de trop hydrater un patient, ça sera peut-être pas bon pour un donneur pulmonaire, ou de pas assez l'hydrater, ça va peut-être pas améliorer les reins. Donc, en nous laissant le choix de la volémie, d'évaluer notre volémie par les différents manière qu'on est habitué de le faire par les laboratoires, par l'échographie ciblée, par toutes les techniques qu'on utilise, ben, ça nous donne une certaine latitude. Puis ça, je pense que ça va être extrêmement apprécié là, parce qu'on se sentait un peu coincé là, dans le passé avec le vieux guide. Il y a quelque chose qui est différent aussi, Mathieu me faisait remarquer par rapport à l'hormonothérapie combinée qu'on voyait dans le passé. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, je voudrais vous entendre là-dessus, là, notre pharmacien et notre experte en transplantation. Mais dans le fond, l'hormonothérapie combinée a été enlevée parce que il y a pas, ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait pas tant d'effets positifs sur au niveau du cœur. L'hormonothérapie combinée, c'était pour le protocole de recrutement cardiaque. Et au fil des années, c'est ça, ils se sont rendus compte que ben ça jouait pas tant que ça sur récupérer un cœur, de donner une perfusion de synthroïde. Ça m'a frappé beaucoup parce que, bon, le synthroïde ou la lévothyroxine là, IV, il y a très peu d'indications, puis ça en était une. Donc, le fait qu'on le retire, c'est une des choses qui m'a marqué beaucoup. Fait que, je suis content de comprendre que c'est dans les faits, c'est qu'on le faisait, puis finalement, le bénéfice était escompté n'était pas nécessairement là. Et l'hormonothérapie combinée, ben, on va mettre ça dans la section historique là, du guideline. Si Parfait. un médecin transplanteur, un chirurgien cardiaque veut absolument qu'on donne de l'hormonothérapie combinée, il va le dire. Là. Il va passer par Transplant Québec pour dire, ben écoutez, moi, pour avoir le meilleur greffon cardiaque, j'aimerais ça avoir une perfusion de synthroïde. S'il y tient vraiment, là, ben, dans le fond, Transplant Québec va vous dire, ben, pourrais-tu partir une petite perfusion de synthroïde juste pour aider Oui. un petit peu le cœur? On retombe encore une fois un peu comme la volémie qu'on parlait, puis le maintien hémodynamique. On est vraiment dans l'individualisation. Donc, c'est vraiment, je pense, ce qui est en filigrane de tout ce qui a changé dans le nouveau guideline. On parlait de dysfonction cardiaque, donc de greffe cardiaque également aussi. Il y a une petite nouveauté par rapport aux coronarographies. Hein. Je pense qu'avant, les coronarographies étaient quasiment d'emblée pour les patients qu'on voulait donner le cœur. Maintenant, ils donnent un peu plus de latitude, encore une fois, cette Effectivement, investigation-là. Effectivement, la coronarographie va plus être d'emblée pour tous les donneurs cardiaques potentiels, mais ça va être vraiment du cas par cas. Des jeunes patients sans forcément d'antécédents cardiaques, on va pas forcément faire une coronarographie d'emblée compte tenu de toutes les conséquences que ça pourrait avoir, mettons, sur les reins. Et dernière chose aussi, où est-ce que j'étais extrêmement content de voir l'introduction de l'échographie cardiaque ciblée. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, savent, au francophone, on est très écho-ciblé. Alors, de le voir à l'intérieur, autant que les changements de volémie, c'était très agréable de voir ça parce que ça suit la littérature, puis on est content de voir ça. Naturellement, ça remplace pas du tout une vraie écho transthoracique, mais ça nous permet de voir lorsqu'il y a un abaissement de la fraction d'éjection en bas de 50 ben, de considérer probablement les inotropes. Je pense, Céline, corrige-moi si j'ai tort, mais on est rendu avec une instabilité cardiaque hémodynamique de même, ça change un peu la donne hein, lors d'un processus de maintien de don d'organes. Ou tout à fait une grande instabilité du donneur, qu'on n'est pas capable de contrôler, que notre pression commence à faire le yo-yo, que notre patient commence à bradycarder ou quoi que ce soit, ben ça peut devenir une urgence de rentrer au bloc opératoire parce que ça veut dire que la perfusion des organes va peut-être être moins bonne, donc il devient urgent de faire le prélèvement des organes. Alors, ça fait le tour un peu. Hein? Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas ce que tu en penses, Céline, là, par rapport aux nouveautés du maintien. Il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter, mais je pense qu'on a fait un bon résumé. Je pense que oui. Je pense que ben, je pourrais juste rajouter, dans le fond, une petite chose, c'est que le nouveau guide de maintien, ça a vraiment été euh, plusieurs personnes qui se sont assis, des intensivistes, des médecins de différents hôpitaux, de différents soins intensifs, des chirurgiens transplanteurs, des chirurgiens préleveurs, qui se sont assis ensemble pour discuter de qu'est-ce qui était le mieux pour
les organes, mais aussi pour les donneurs et les équipes sur les planchers, là. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe. C'est pour ça que ça a pris tant de temps pour sortir ce nouveau guide de maintien, parce que ça a été long là, avant d'avoir avant qu'il sorte effectivement. Là, ça a pris un bon 2 ans avant d'avoir les vraies versions officielles qu'on peut utiliser. Donc. Céline, pour terminer notre petit balado, il y a 2 autres sujets que je voudrais qu'on parle. Je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails, mais ça fait partie quand même des nouveautés, même si c'est plus tellement nouveau, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. C'est le DDC, puis l'aide médicale à mourir. En fait, le DDC, là, les dons d'organes après décès cardio-circulatoire, je ne veux pas, comme je disais, rentrer trop dans les détails, mais peux-tu nous dire un peu, en fait, depuis les années qu'on en fait, bien, il y a quand même eu une augmentation autant du nombre d'organes prélevés que de l'âge. Alors, on est rendu où avec le DDC? Le DDC, c'est le donneur le moins populaire, si je peux dire, dans les soins intensifs, là. C'est, il y a un petit inconfort vu que c'est pas un patient mort cérébral, c'est moins, on ne prend pas, par exemple, un donneur en DDC, on va pas prélever le cœur étant donné qu'on va faire un arrêt cardio-circulatoire. On a les âges pour prélever les organes sont plus serrés aussi, hein, donc parce que à cause de l'ischémie chaude qui se produit au moment du décès. Donc c'est sûr que c'est un type de don d'organes qui est un petit peu moins populaire, mais qui tend à devenir de plus en plus. Progressivement, on augmente aussi l'âge auquel les patients sont éligibles pour un DDC. Avant, on parlait de 50, 55 ans. Maintenant, on va plus aller vers 70 ans là, pour un DDC. Puis on est au poumon, foie et rein, hein? C'est toujours ça, mais je pense qu'on peut y aller un peu plus vieux pour les reins, puis un peu plus jeune pour les poumons, hein? Corrige-moi si je me trompe. On va arrêter, en général, on va arrêter le foie à 70 ans, mais on peut aller plus loin un peu plus loin pour les poumons et les reins. OK. Puis j'imagine que ces limites-là vont finir par toujours être repoussées vu qu'on a quasiment gagné 20 ans, hein, entre le 50 ans aux 70, 75 ans. Ça correspond à peu près à quel pourcentage de tous les dons que vous faites, les DDC? Les DDC représentent à peu près 20 des donneurs d'organes. OK. Puis, comme c'est des patients qui sont un petit peu plus difficiles à identifier, bien, je pense qu'on en manque beaucoup. Fait que moi, le conseil que je dirais, c'est n'hésitez pas à appeler Transplant Québec. Les infirmières sont là pour vous aider, pour vous dire juste, vous poser la question, ça peut-tu faire un DDC? Lui, oui, non, on peut avancer là-dedans. Puis il y a tous les scores qui vont pouvoir vous aider à évaluer si le patient devient un candidat potentiel et qui va décéder à l'arrêt des soins dans les délais prescrits et acceptables. Dernière chose que je voulais parler avec toi, c'est l'AMM, ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Pour nos auditeurs qui sont outre-mer, peut-être que vous avez ça dans vos pays ou non. Malheureusement, je ne connais pas votre situation, mais nous, au Québec, depuis quelques années, on a l'aide médicale à mourir. Dans les faits, c'est des patients qui demandent un arrêt de fin de vie volontaire lorsque le patient a toute sa tête, mais lorsqu'il y a une maladie qui est prévisiblement mortelle et ils savent qu'ils vont décéder dans un délai extrêmement précis et prescrit. Maintenant, on a augmenté ça. Il y a certaines maladies neurodégénératives qu'on inclut, qui sont, même si des morts qui ne sont pas raisonnablement prévisibles, on peut quand même faire la demande. Alors, globalement, on s'entend qu'il y a à peu près 90% de nos patients qui sont des patients cancéreux métastatiques, donc ils ne sont pas des candidats là, pour l'AMM, parce que ce qu'on fait avec les patients d'AMM, c'est qu'on en fait des DDC d'une certaine manière. Mais par contre, on a environ peut-être 5 à 10% des patients que c'est pour des maladies neuromusculaires. C'est là que ça devient intéressant pour le prélèvement d'organes. Alors, peux-tu nous parler un petit peu du processus, comment ça fonctionne, puis le nombre de cas aussi que vous avez qui semble augmenter? Oui, bien sûr. Donc, pour les patients qui veulent l'aide médicale à mourir, on leur offre l'option du don d'organes s'ils sont éligibles. Il faut bien entendu que le patient, son aide médicale à mourir soit sa première volonté, hein, pas le don d'organes qui soit sa première volonté, sinon il ne pourrait pas y avoir de don d'organes. Mais une fois que le patient est accepté pour son aide médicale à mourir, donc on peut lui proposer l'option du don d'organes. Donc là, nous, Transplant Québec, on va rencontrer les patients. On va rencontrer les patients à la maison, on les rencontre dans les résidences, on les rencontre à l'hôpital, partout où, dans le fond, les patients
sont, et on leur parle de don d'organes. On leur explique le processus. Donc, c'est sûr que ça prend une demi-journée d'hospitalisation pour faire des examens, donc les mêmes examens presque qu'un donneur standard. Donc, on va faire un scan thorax-abdominopelvien, on va faire les mêmes prises de sang pour qualifier et trouver des receveurs. Souvent, on fait installer un PICC line pour le confort du patient. Donc, on fait ces évaluations-là. Après ça, on tient le patient informé en tout temps de où est-ce qu'on en est rendu dans le processus. Puis en général, les patients qui veulent le don d'organes pour leur aide médicale à mourir sont des patients qui sont très, très attachés au don d'organes et qui veulent absolument pouvoir donner un sens à leur décès et en général à leur maladie. Ça ressemble à quoi le pourcentage de patients que vous avez annuellement? Parce que c'est assez récent, là, puis l'aide médicale à mourir est encore dans une zone pas grise là, au Québec et au Canada, mais il y a encore un peu de réticence là, un peu à travers ça. Donc, d'introduire le don d'organes là-dedans, ça ne doit pas toujours être facile, mais on est capable d'aller chercher quel pourcentage de nos cas de dons par année? On a commencé l'aide médicale à mourir en 2017, puis plus les années avancent, plus notre pourcentage évolue, plus on a de demandes et plus on fait de dons d'organes en aide médicale à mourir. Par exemple, pour l'année 2020, on avait 6% de tous nos donneurs d'organes qui étaient des aides médicales à mourir avec dons. Puis en 2021, on avait 8% de nos donneurs qui étaient des AMM avec dons d'organes. Donc, on s'attend à ce qu'en 2022, on ait un chiffre encore plus élevé parce qu'on a beaucoup de demandes. On reçoit beaucoup, beaucoup de références d'aide médicale à mourir. Je n'ai pas encore fait de don d'organes d'aide médicale à mourir, mais je peux m'imaginer à quel point ça doit être extrêmement émotif, mais beau en même temps de voir ça, parce que c'est un don d'organes avec un patient vivant. D'une certaine manière, nos patients DDN, DDC, ils ne nous parlent pas, là, alors que ceux-là nous parlent. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose d'assez intense là, dans le processus. Oui, tout à fait, parce qu'on va expliquer la propre mort du patient. On va lui expliquer ce qu'on va faire avec ses organes, qu'est-ce qui va se passer avec son corps quand il va s'en aller au bloc opératoire, parce que les patients veulent savoir tout ça, ils veulent connaître tous les détails du don d'organes. Donc, évidemment, c'est toujours un petit quelque chose de parler directement avec le patient de qu'est-ce qu'on va faire de vous après que vous soyez décédé. Je pense que les centres universitaires ont une longueur d'avance là-dessus. Alors, j'encouragerais tout le monde à parler avec vos équipes de soins palliatifs parce que c'est souvent eux aussi qui font l'aide médicale à mourir. Pas toujours, mais quand même, c'est souvent l'apanage des soins PAL. Donc, de faire un lien entre les soins intensifs et les soins PAL pour essayer d'aller au moins identifier les patients qui peuvent être potentiels pour le DDC de l'AMM. Alors, j'insisterai jamais assez pour rappeler à tout le monde que le don d'organes, c'est important. Je l'ai dit au début, c'est ce que j'aime le plus faire dans ma pratique médicale parce que c'est ce qui est le plus valorisant et on peut sauver le plus de vies en peu de temps. C'est phénoménal, puis c'est un don de soi, j'imagine, extraordinaire pour le patient et la famille. Donc, évaluez vos patients, gardez-les en tête tout le temps. Parlez avec Transplant Québec, n'hésitez pas à les appeler. Hein? Je pense, Céline, vous êtes toujours disponible 24 sur 7, 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour nous aider et nous accompagner là-dedans. Oui, ne serait-ce que juste pour répondre à des questions, on est disponible tout le temps. On va mettre les numéros de téléphone et toutes les notes pertinentes dans la balado. Alors, Mathieu, je pense que c'était un épisode extrêmement intéressant. As-tu apprécié? Ah, j'ai apprécié. J'aime déjà de base le don d'organes, mais c'est toujours plaisant de parler avec quelqu'un de Transplant Québec. Avec Céline, c'était super. Je dirais aussi, tu sais, le nouveau guide, on en a parlé, mais prenez le temps d'aller le voir. Prenez le temps de le lire. Prenez le temps de voir les petites nuances parfois là, qui ont changé un peu. Parce que c'est super intéressant. Puis Céline l'a très bien dit. Moindrement qu'il y ait une question, là, appelez à Transplant Québec. Ils sont là pour nous soutenir. Là. Alors, merci Céline, c'est super gentil, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler pour un futur épisode sur un autre sujet qui touche le merveilleux monde du don d'organes. Merci à vous. Bye. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager vos impressions sur nos plateformes habituelles. On est toujours content de vous entendre et de vous lire. Donc, à la prochaine. Attention à vous. Bye. Salut tout le monde. Salut Yann. Attention à vous autres. Bye.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.